Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour une nouvelle session fournie par Avaliance pour la session de webinar Full TechOps aujourd'hui. Et aussi, ça me fait énormément plaisir d'animer l'un des webinars dans cette session. Donc, ce qui fait aujourd'hui, certainement, on va attaquer un sujet qui va nous intéresser tous. Mais dorénavant, je souhaite me présenter pour les personnes qui me connaissaient pas. Alors, je m'appelle Habsi Abdeslam, je suis consultant spécialiste à Microsoft, donc bien sûr notamment sur le sujet infra et cloud. Donc, ce qui fait avec l'expérience de 8 ans sur pas mal de sujets, notamment des infrastructures legacy, VMware, Hyper-V notamment bien sûr, et aussi avec la nouvelle technologie actuellement, on peut dire des technologies avancées, cloud Microsoft Azure. Je reste bien sûr dans un background système avec les deux opérations système Linux et Windows. Donc aujourd'hui, je m'occupe d'un poste cloud architecte dans un Cloud Competency Center. Et donc, ce qui fait, je souhaite partager avec vous mon retour d'expérience sur un sujet très important qui nous intéresse tous, soit des architectes, soit des administrateurs, qui nous intéressent bien sûr dans le cloud et typiquement bien sûr sur le cloud Azure, qui est la sécurité. Donc, aujourd'hui, dans cette session, voilà l'agenda que je vais partager avec vous. Ce qui fait, on va commencer bien sûr sur une introduction. On ne va pas attaquer directement la sécurité telle qu'il est. Il y a un point très important. On va parler, on peut dire avec un niveau 100, 200. Ça ne sera pas vraiment niveau 300. Je parle bien sûr de complexité, on peut dire des choses au niveau échelle Microsoft. Donc, ce qui fait, je vais essayer bien sûr d'analyser quelques terminologies et chose qui est normale, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le canal de questions. Donc, ce qui fait, pour l'introduction, on va parler sur un point qui est très important avant d'attaquer la sécurité, de comprendre un sujet qui s'appelle les Well Architected Framework. Chose qui est normale, il y a une Bible des architectes et il y a des piliers dans ce framework qu'on doit les découvrir. Et bien sûr, aujourd'hui, on va attaquer un de ces piliers qui est la sécurité. Après, bien sûr, comme introduction sur le sujet, la sécurité, ça reste un sujet vaste, mais bien sûr, nous, on va attaquer les angles qui nous intéressent plus. C'est que on peut dire, le nouvel mindset qui est impliqué dans la sécurité avec le modèle zéro trust, zéro confiance. Ça fait peur un petit peu, mais on va comprendre l'intérêt de ce sujet. Le defense in depth ou bien la défense en profondeur, ça c'est, on peut dire, le sommaire global de l'introduction qu'on va y avoir avant d'attaquer le sujet qui nous intéresse tous, la sécurité d'applications entières, ou bien une architecture d'une application web de base qui se compose d'une web, application et une base de données. Après, on va prendre les notions qu'on a vues ensemble sur la partie introduction, notamment Zero Trust et Defense in Depth, et à la suite, on va le merger avec l'architecture qu'on a de base pour fournir des éléments de sécurité avec l'identité, la protection réseau, la protection des applications, la protection des données et bien sûr la pre-final architecture. Et quand je dis pre-final architecture, parce que finalement c'est le fruit, on peut dire, de la notion, on peut dire, des baselines de sécurité qu'on recommande. Et pourquoi pré-final architecture et pas final architecture, ça c'est quelque chose qu'on va découvrir à la fin de cette session. Let's go. Pour introduction, donc ce qui fait chose qui est normale, autant qu'un architecte, il y a des piliers de sécurité, on peut dire, pardon, des piliers d'architecture qu'il faut les respecter. Donc ce qui fait sont splittés par 5 volets. Donc, il y a la sécurité, il y a la fiabilité, il y a l'efficacité de performance, il y a l'optimisation du coût. Je crois certainement vous avez vu ce sujet avec l'un de mes collègues pour la partie FinOps. C'est un sujet très intéressant. Je vous encourage vivement de voir la vidéo. Et après, bien sûr, l'excellence des opérations. Donc, ce qui fait notamment, bien sûr, le monitoring, backup, etc. Donc, il ne faut pas surtout oublier un de ces volets lors de la conception et design de votre targeted architecture, mais aussi des fois, le grand challenge, c'est de trouver la bonne fréquence afin de toucher les 5 volets. Donc, probablement pour des prochaines sessions, on va voir ces modules, mais aujourd'hui, on va attaquer la partie sécurité. Donc, ce qui fait comme première question, quand on dit sécurité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe on peut dire, qui passe à travers notre tête. On pense que la sécurité, c'est quelque chose qui est vraiment lié des fois au hacker, ethical hacking, alors que dans la réalité, la sécurité, c'est pas assez compliqué que ça.
la sécurité, c'est quelque chose qui est très important dans notre vie normale ou bien aussi dans le monde informatique. Autant que client, autant que consommateur, autant qu'un end-user, autant qu'un architecte, autant qu'un administrateur, c'est un sujet transverse qui nous concerne tous. Et ce qui fait, là, avec l'atterrissage de nouvelles technologies qu'on commence à voir en termes de IoT, en termes d'intelligence artificielle, bien sûr, embarqué embedded sur des clouds natifs et tout ça, donc le sécurité commence à avoir un mindset totalement différent. Et ce mindset, maintenant, on peut le voir sur des mots qu'on entend souvent, le modèle Zero Trust. Qu'est-ce que ça veut dire le Zero Trust? Donc, la définition de Zero Trust s'appuie sur, bien sûr, une revendication et non-approbation directe de n'importe quelle demande qu'on va recevoir. Moi, autant qu'un architecte, par exemple, sécurité, bah bien sûr, je donne juste un exemple, le fait que je vais recevoir demain une demande d'appliquer des flux, ou bien ajouter une nouvelle règle dans le firewall, j'aurais besoin de comprendre le pourquoi et comment des choses. Je ne peux pas valider directement. Et parallèlement à ça, il y a plusieurs volets qu'on doit comprendre parce que le Zero Trust est là une nouvelle vision de sécurité qui commence à atterrir. C'est qu'on a commencé à comprendre qu'une grande partie des menaces qui commencent à toucher notre système d'information, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'il faut faire confiance aussi au périmètre intérieur de notre data. Donc, ce qui fait, là, on ne doit pas faire confiance, on peut dire, pour people, ça veut dire pour les consommateurs, pour les utilisateurs, pour les end-users. Il ne faut pas faire confiance au périphérique, il ne faut pas faire confiance au workload et il ne faut pas faire confiance au network. Et si on embarque le modèle 013, on peut lier à un point, et on peut dire c'est la règle de base de la sécurité qui est à la CIA. Et quand je dis la CIA, c'est pas la Security Intelligence Agency des États-Unis, non, c'est Confidentiality, Integrity and Availability. Ce qui fait chose qui est normale à chaque moment, à chaque conception d'un design que je veux fondre un système d'information, je dois assurer ces trois volets. Et du coup, ce qui fait le nouveau aspect de sécurité qui commence à avoir sa nouvelle vision pour la protection de données, plus que le zéro trace, c'est d'avoir on peut dire, une nouvelle stratégie qui s'appelle Defense in Depth. Bien sûr, on parle de la sécurité de l'information, de la sécurité de data, donc ce qui fait la sécurité de données, parce que quand même, ça reste l'information, ça reste la matière première de n'importe quelle ici, de n'importe quelle division système informatique. Et ce qui fait à ce moment-là, on peut dire, le mindset de sécurité, il a trouvé une nouvelle approche, une nouvelle stratégie. Le fait de prendre la donnée et la surcoucher avec plusieurs layers, avec plusieurs couches, afin de ralentir, on peut dire, protéger l'accessibilité des personnes maléfiques, malveillantes, pour la mauvaise exploitation des données. Ce qui fait, là, comme on peut voir dans le diagramme qu'on a, on a ce qui fait la partie data, qui est bien sûr entourée par l'application, les middleware, la partie compute, ce qui fait notamment RAM, CPU, et ainsi de suite, la partie network, le périmètre, et ça c'est très très important, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est qu'il fait les périmètres, c'est très important d'évoquer l'aspect de classification, internal, external, est-ce que le type de données, est-ce qu'il est restricté, public, etc. Donc ce qui fait, c'est une notion très importante qui commence à avoir son effet lors de nos derniers jours. Après, bien sûr, il y a l'identité accès et à la fin, on a le physical security. Donc ce qui fait Microsoft actuellement, elle a commencé à embarquer cette stratégie de defense in depth et recommande surtout lors de la conception d'architecture en volet sécurité de penser à y aller couche par couche, et chose qu'on va voir ensemble comment on va faire les choses. Et ce qui fait à ce modèle-là, bien sûr, chaque couche, il doit toujours être lié avec le modèle SIA. Ce qui fait, si je vous pose une question par rapport aux couches qu'on a, je peux citer des exemples. Si on prend par exemple la partie données, bah, le chiffrement, bien sûr, chiffrer un blob storage. Donc, si on revient au volet SIA, on est dans quelle partie? On serait dans la partie confidentialité, intégrité ou bien availability. Donc, si on parle du chiffrement, ça touche la confidentialité, bien sûr, et bien sûr
l'intégrité. Parce que bien sûr, la chose la plus importante en termes de données, c'est qu'on doit être fiable que les données ne sont pas modifiées. Si on prend la partie réseau, donc on doit avoir un flux sécurisé, crypté entre deux assets, entre deux ressources, entre client-serveur. Donc là, on joue sur un point qui est l'intégrité. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante qu'on a, il doit être sûr qu'il n'y a pas un man in the middle pour faire passage d'un trafic en clair afin de soit exploiter les données, soit modifier les données. Donc, ce qui fait, là, on touche la partie intégrité. Bien sûr, il y a plusieurs exemples qu'on peut citer sur ce diagramme. Par exemple, si on prend l'identité accès, donc ce qui fait, il faut assurer l'authentification des utilisateurs. Demain, je souhaite, par exemple, fournir à mes employés d'y accéder et voir leur solde de congé ou bien sûr demander des congés. Donc, chez CE qui est normal, je ne peux pas avoir des utilisateurs anonymes. Donc, il faut préciser un point très important, c'est qui est l'authentification. Authentifier pour qu'on puisse assurer un point qui est la confidentialité des informations. Donc, après, il y a une question qui peut venir en tête lors de moments de discussion sur les couches de sécurité, le zéro trust, zéro confiance, defense in depth, etc. Et les gens ils disent, mais attention, moi, je vais migrer mes workloads en cloud. Et on entend souvent le cloud, c'est la sécurité, c'est plus sécurisé que le on-premise et ainsi de suite. Il y aura une misunderstanding ou bien une confusion par rapport à ça. Et la réponse, on peut dire, du provider par rapport à ce sujet, c'est qu'il y a une responsabilité partagée de sécurité lors du déploiement. Soit on parle de migration, soit on parle de rehosting, réarchitecture, replace, carrément. Il faut savoir un point qui est très important, c'est qu'il y a une responsabilité partagée dans chaque couche pour chaque personne. Et quand je dis personne ou entité, donc ce qui fait, autant qu'un provider, il y a une responsabilité de côté du provider qui va fournir, et ça c'est une règle standard, soit au niveau Azure, soit au niveau bien sûr d'Amazon, ou bien d'autres providers. Il y a des règles partagées pour, en termes, je peux dire pour les end-users, il y a des responsabilités partagées pour les intégrateurs, il y a des responsabilités partagées pour les systèmes informatiques lui-même, et ainsi de suite. Et donc, ce qui fait, si on prend le modèle, le moment qu'on va parler des assets, et on sait bien sûr notamment les types de services qui sont fournis par le cloud, SaaS, PaaS et IaaS. Si on parle d'IaaS, le jour au lendemain qu'on parle d'une machine virtuelle, cette machine virtuelle-là, on sait très bien qu'il y a à l'intérieur un système d'exploitation. Et ce système d'exploitation, c'est moi qui est, on peut dire, responsable d'installer ces mises à jour. Ce qui fait, c'est demain, j'ai eu un patch 0 day, ce qui fait, c'est moi, autant qu'administrateur système, qui est censé de l'installer. Ce qui fait, alors, si on parle d'un modèle PaaS, ça, on peut dire, ça sera géré par le provider. Le jour au lendemain, je vais utiliser une web app, la partie patching, entre parenthèses, je ne dis pas le tout, attention, parce que c'est un point très important, il sera géré par le provider. Donc, ce qui fait, mais si on va monter dans les couches, il y a des éléments qui sont gérés par les clients. Et ça, c'est un point concernant, par exemple, si on prend les points de transmission. Et quand je dis les points de transmission, ou bien les endpoints, ça veut dire l'accessibilité à ces données. On sait très bien que lors de moments de déploiement de cet asset au niveau Azure, cet asset ou bien cette ressource, elle est faite d'une manière standard qui peut répondre presque à tous les besoins. Mais après, chaque entité, il doit prendre cet asset, il doit l'appliquer ou bien la fusionner avec sa compliance, avec, on peut dire, conformité de sécurité, afin de sortir, entre parenthèses, une asset hardened. Donc, le jour au lendemain, si je vais utiliser une web app, et ça, c'est quelque chose qu'on va le voir ensemble, le jour où le lendemain, je devais déployer une web app, je sais très bien que le point de transmission ou bien l'accessibilité à cette application, ce sera en public. Et parallèlement à ça, je peux y avoir un accès même en HTTP. Donc, si on parle en termes de sécurité et comme on l'a évoqué tout à l'heure, d'avoir un flux sécurisé, etc., donc ce qu'il faut mieux faire, c'est d'avoir un flux bien canalisé et bien filtré en termes HTTPS seulement pour le network privé. Donc ça, ce qui fait l'introduction globale pour l'aspect sécurité, comme on a vu. Le modèle Zero Trust, il ne faut pas faire confiance.
aux ressources internes, aux ressources externes. Pour les devices, bien sûr, on parle de ressources soit périphériques, euh, soit les employés. Et bien sûr, la partie, les couches de sécurité qu'on doit les suivre. Donc, ce qui fait là, bien sûr, on passe au chapitre suivant qui est l'application web de base. Donc, on va prendre une architecture assez light. On a une web app avec une base de données. Comme on sait très bien, la web app, elle sera déployée avec public endpoint. Attention, quand on dit public endpoint, ça veut dire l'accessibilité vers l'application sera via Internet. L'accessibilité vers Kudu, ça sera via Internet. Et bien sûr, les données, ils seront stockées dans une base de données. Que la base de données, attention, lors de déploiement, est là un endpoint public. Donc, ce qui fait, demain, on va recevoir un ensemble de challenges. Le client, il va venir vers nous, il va dire, attention, j'ai plusieurs challenges de sécurité que je dois l'appliquer. Par exemple, je dois sécuriser l'accès vers mon application qui soit pas reachable via Internet. Comme ça, en accès anonyme, je souhaite donner de l'authentification. Pour l'authentification, je préfère avoir une authentification multifacteur. Attention, même pour les administrateurs, je préfère que l'administrateur il utilise un périphérique, par exemple, et un device PC fourni par l'employeur, par l'entité elle-même, comme ça, parce qu'il contient tout l'ensemble et les règles de sécurité dedans, parce que finalement, on sait très bien qu'une personne maléfique qui obtient un compte administrateur high privilege, il peut faire des choses maléfiques. Donc, ce qui fait crypter les bases de données, parce que finalement, la base de données, elle va contenir des données confidentielles et ainsi de suite. Donc, ce qui fait, on a un ensemble de challenges qui impactent directement notre architecture proposée, qui est une simple web app avec une base de données. Donc, ce qui fait, ma vision pour qu'on puisse y aller étape par étape et sécuriser cette architecture est la suivante. Commencer par l'identité. À la suite, on va passer vers la partie network et sécurité. Pardon, la sécurité réseau. Et après, la protection d'application. Et à la fin, on va aller sur la protection de data. C'est presque le même modèle Defense in Depth, mais juste résumé, taillé, on peut dire, banalisé entre parenthèses pour que je puisse comprendre comment on va toucher les grandes lignes de sécurité de cette architecture. Let's go, on est au troisième chapitre qui est l'identité et accès. Donc, ce qui fait, il y a un ensemble de recommandations qu'on donne aux clients pour qu'ils puissent gérer la partie identité. Et qui dit identité, moi, la première chose qui passe dans la tête, Azure Active Directory. Donc, ce qui fait, ce qu'on recommande aux clients, c'est d'utiliser l'annuaire Azure Active Directory pour assurer l'authentification des utilisateurs. Demain, je souhaite y accéder, comme on l'a dit, pour le fameux mini-exemple d'utilisation des applications pour gestion des congés. Bah voilà, je vais dire, OK, je m'authentifie avec mon propre login, abdeslam.absi@avaliance.com. Et voilà, il est où mon compte? Il est dans l'annuaire Azure Active Directory, géré et sécurisé. Deuxième chose, on recommande surtout d'avoir un seul annuaire, ne pas avoir plusieurs annuaires comme ça pour la simplicité de gestion et avoir un ensemble et un socle de sécurité bien fort. Deuxième chose, c'est, on peut dire, il faut avoir des règles de mot de passe assez robustes, parce que demain, même si je vais m'authentifier, OK, l'authentification c'est bien, mais par contre, je ne peux pas utiliser password, le fameux mot de passe Microsoft, ou bien utiliser 1, 2, 3 jusqu'à 6. Ce qui fait, il faut appliquer des policiers de robustesse de mot de passe. Ça, c'est aussi un point très important. On peut ajouter une autre couche, ça c'est quelque chose qui est fourni aussi par Azure Active Directory, c'est la partie MFA. Donc, ce qui fait avant de s'authentifier, surtout quand je parle des applications critiques en termes de business value et de data. Donc, ce qui fait là, à ce moment-là, ce que je suggère, c'est de fait d'utiliser l'authentification multifacteur. L'authentification multifacteur, les calculs disent, c'est que pour chaque personne actuellement, il a au minimum 3 devices. Notamment un ordinateur, une tablette ou bien un téléphone. Donc, ce qui fait là, le moment que je vais s'authentifier pour une application, je vais utiliser mon téléphone pour avoir un SMS ou bien un appel.
Comme ça, je suis sûr que je suis le propriétaire. Et des fois, même, il y a un point très important, on peut ajouter l'empreinte ou bien la connexion avec, on peut dire, Apple Face. Donc, ce qui fait ça, c'est des technologies qu'on commence à voir maintenant. Ça dépend du type de périphérique que vous allez utiliser. Donc, ce qui fait, il y a aussi cette partie. La partie aussi qu'on ajoute, et c'est très important, c'est les droits d'accès. Parce que finalement, on a dit, OK, c'est bien de donner fournir de l'authentification, mais par contre, il y a l'authentification à quoi? Ça, c'est aussi une question importante à répondre. Et le fait qu'on dit il faut authentifier à quoi? Pourquoi? Ce qui fait, si je suis un simple utilisateur, je ne peux pas venir le jour au lendemain et donner un rôle owner, contributeur sur les ressources. Non, je dois être un simple utilisateur. Après, si je dois consulter et lire juste des données, je dois rester toujours sur un compte reader. Donc l'intérêt ici, c'est de bien travailler avec le principe qu'on appelle le, pardon, j'ai oublié le terme, less privilège, pardon. Voilà, c'est rester toujours sur le principe de less privilège à chaque demande. C'est que si demain, il y a une demande d'une personne qui souhaite y accéder à une ressource, et il vient demain, je veux me connecter à une data lake ou une base de données, et il vient et me dit, oui, j'ai besoin de contributeurs pour lire les données, ça, ça sera pas validé. Donc, de préférence, de donner juste une permission reader. Et tout ça, bien sûr, ce point pour qu'on essaie ou cadrer, parce que malheureusement, il y a un point qu'on ne peut pas le maîtriser dans l'aspect sécurité, c'est le reverse engineering, c'est les bêtises humaines. Donc, le jour au lendemain, que l'administrateur, il va oublier le mot de passe en clair dans un fichier texte, ou bien il sauvegarde les mots de passe dans un endroit public Internet, ou des choses pareilles. Donc, ce qui fait, bien sûr, il faut y avoir toujours un mindset de sécurité lors du travail dans des sécurités des architectures. Donc, ça, sur le premier volet identité et accès, je ne sais pas, je peux laisser juste une petite 10 secondes, on peut dire, si vous pouvez noter ces éléments, ou bien si vous avez des questions que vous pouvez le poser à la fin de cette présentation. Let's go sur la partie network. Il y a un point très important sur le réseau, parce que finalement, juste le réseau tout seul, je crois qu'il le faut presque 1 heure ou plus pour discuter sur le sujet. Parce que finalement, quand on dit réseau, on dit la connexion, on dit réseau, on dit la protection, on dit la livraison, parce que là, le réseau, c'est pour qu'il puisse acheminer des paquets vers une cible, et bien sûr, la surveillance. Ce qui fait, on ne va pas aujourd'hui discuter sur comment se connecter, ou bien comment surveiller et comment on peut dire les solutions fournies par Microsoft pour avoir un aspect de livraison, mais on va être focus sur la protection. Ok, donc je suis désolé de savoir vous espoir sur la partie, on peut dire ExpressRoute, VPN, IPsec, etc. Peut-être, si vous intéressez, vous faites une demande et comme ça, on peut focaliser une session juste sur la partie networking. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie protection. Donc ce qui fait, pour la protection de network, Microsoft Azure, il fournit un ensemble de services qui permet d'assurer la protection de votre plateforme. Vous n'êtes pas obligé d'embarquer le tout ou bien choisir une seule. Donc, ça reste toujours, ça dépend de votre besoin. Donc, ce qui fait, il y a des solutions, notamment le DDoS Protection. Là, parmi mes assets préférés, je peux dire, c'est la Web Application Gateway, on peut dire, pardon, la WAF, bien sûr, embarquée dans l'Application Gateway, désolé. Azure Firewall, les NG, Network Security Group, Service Endpoint, mais attention, quand je dis Service Endpoint, on peut dire Service / Private Endpoint, et après, bien sûr, la sécurité appliance, c'est, on peut dire, les NVA. Donc, ce qui fait, chaque élément, on peut évoquer qu'est-ce qu'il fait et c'est quoi son rôle. Donc, ce qui fait, si on prend l'exemple de la Network Security Group, là, l'intérêt, c'est un service qu'on peut l'avoir, qu'on peut l'embarquer dans l'interface d'une carte réseau ou bien dans un subnet afin de définir des règles, source, destination, le protocole et le service. Donc, si demain, je souhaite y accéder, assurer une communication entre une web app et une base de données dans 2 subnets séparés, je peux y aller dans le subnet de base de données,
est mentionné que dans le flux ingress, j'autorise seulement l'asset, la web app, bien sûr avec son IP, on peut dire son subnet de VNet Integration, vers ma base de données, qui est l'adresse IP de private endpoint de la base de données, et j'autorise par exemple le port le 1433. Ça, c'est un exemple qui peut jouer la NG. Donc, ce qui fait parmi les choses qu'on recommande sur la partie network, donc ce qui fait, il y a la partie network ingress et outgress, ça c'est très important en termes de sécurité parce que finalement, si on prend une asset, ça c'est un exemple des règles qu'on recommande, il ne faut pas venir et appliquer une règle permit all avec tous les ports. On ne peut pas laisser les choses avec un bar ouvert comme ça. C'est que la recommandation, c'est d'autoriser des flux bien déterminés en disant, voilà, la source, c'est telle IP et la destination, c'est telle IP. Et pour faire ça, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser des NSG ou bien d'utiliser des Azure Firewall. Ça, c'est parmi les recommandations qu'on précise. Il faut rester toujours dans l'aspect zéro trace et ne pas valider n'importe quelle demande de règle de flux à appliquer dans notre réseau. Troisième aspect, c'est la segmentation, c'est les périmètres, de prendre demain une appliance, une NVA, et de préciser que voilà, elle est là pour qu'il puisse séparer le sphère DMZ, WAN, LAN, le réseau internal, le réseau external. Ça dépend bien sûr de votre organisme. L'intérêt de cette, on peut dire, pas seulement de la MPSSA, mais il y en a plusieurs, on peut dire, technologies qui peuvent embarquer et solutions, notamment d'IDS, IPS, etc. Mais l'intérêt, c'est de la segmentation. Je ne peux pas mettre les données critiques dans le même réseau, dans le même, on peut dire, bulle que des données publiques accessibles via Internet. Donc, mieux de séparer et sécuriser. Après, bien sûr, si on va déployer une application et surtout pour assurer plus de protection, mieux de déployer un WAF. Et donc, ce qui fait le WAF, bien sûr, c'est une technologie qui est embedded, embarquée dans l'Azure Application Gateway, version 1, version 2. L'idée, bien sûr, c'est d'assurer plus de protection à votre application sur un point qu'on va les découvrir dans le chapitre suivant. Ce qui fait, je laisse toujours les 10 secondes comme ça, si vous avez des notes ou bien une petite capture d'écran sur les points qu'on a évoqués. Bien sûr, il y en a pas mal de points qu'on peut liciter, mais en termes de temps, on essaie de toucher le plus important. Alors, parlons de WAF, parlons de la protection de l'application. Ce qui fait, bien sûr, l'application aussi, maintenant on est presque dans la avant-dernière en couche de la défense in depth. Donc, ce qui fait l'intérêt, ça sera splitté en deux choses. Identité et secret, qui concerne l'application, et bien sûr, flow and protocol. Concernant notre application, si on parle par exemple d'un portal web, je ne peux pas autoriser des flux HTTP qui vont y accéder directement à l'application qui contient des données sensibles. Donc, le mieux recommandé, c'est d'utiliser du cryptage, d'utiliser du HTTPS. Après, bien sûr, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser le TLS 1.2 parce qu'il y a un point très important qui est lié à la protection des applications. On peut dire c'est un petit bonus de ma part, si on parle de OWASP. Et ça, c'est les top 10 des vulnérabilités et des risques de sécurité. Et parmi eux, le fait de savoir que j'ai une version vulnérable et malgré ça, je vais l'appliquer. Donc, si demain, je vais parler de framework 3.0, je sais très bien qu'il y a pas mal de vulnérabilités qui tournent derrière. Et j'ai la possibilité d'utiliser le framework le 4.8 alors que je vais utiliser quand même le 3.0. Essayons toujours d'y aller vers les versions les moins vulnérables. Le flux SCM, on peut dire le flux Kudo pour les administrateurs, on ne peut pas laisser au public. Parce que grâce à Kudo, vous pouvez y accéder. Il y a des mécanismes d'authentification, certes, mais après, vous pouvez accéder au log. Même, vous avez la possibilité de faire un push pour votre code via HTTP. Et là, je souligne que via FTP. Et FTP, de préférence, ne pas utiliser et aller vers le FTPS. C'est pour ça qu'on a mentionné, il y a des protocoles bien recommandés à utiliser dans cet aspect. Et le plus recommandé sur le sujet de SCM de Kudo, c'est de l'autoriser à partir d'un jump server, par exemple, d'une adresse ou bien une plage d'adresse bien précise
pour y accéder à votre web app. Concernant les secrets, les comptes de service, le moment, en tant qu'un développeur, je suis en train de développer mon application avec le mindset Zero Trust, avec le mindset Depends in depth, sorry. Ce que je recommande, c'est le fait de ne pas utiliser les hard-coded credentials dans votre code. Utilisez, par exemple, vous avez la possibilité d'utiliser les managed identités pour que vous puissiez connecter, par exemple, assurer, on peut dire, l'authentification entre votre web app et le Key Vault. Utilisez, par exemple, les connection strings. Les connection strings, ils seront stockés dans le Key Vault et depuis le Key Vault, vous pouvez récupérer votre secret à point de s'authentifier vers la base de données. Donc, il y a des éléments de sécurité pour mieux les embarquer dans votre architecture que le jour au lendemain, moi, en tant qu'hacker, j'accède à votre code et je trouve le credential en clair, parce que souvent, il y a des applications qui ne font pas juste la lecture, les lectures-écritures dans la base de données, et je peux exploiter les données. Et donc, je rentre directement dans la dernière couche, qui est la protection des données. Donc, ce qui fait OWASP, ça c'est un petit point que j'ai aimé de souligner, c'est que sur le top 10 des risques de sécurité qui peuvent tourner autour de l'application, donc ce qui fait, je vous invite vivement de jeter un coup d'œil pour voir, avant de déployer, autant qu'un développeur, autant qu'un architecte, essayer de comprendre les risques et trouver les bonnes solutions et remédiations, on peut dire, au niveau Azure, pas seulement Azure, même dans le code que vous allez utiliser, vous utilisez du PHP, vous utilisez du Java, ce qui fait qu'il y a certainement quelques mesures de sécurité à prendre en compte. Et passons au dernier modèle qui est la protection de données. Alors, quand on parle de données, on peut résumer la protection sur deux volets. Les data at rest, donc comment on va protéger les données quand elles sont stockées dans leur espace de stockage, et comment on va sécuriser les données lors du transfert de data in transit. Donc il y a un point très important. Même si là, touchons le premier volet qui est data protection at rest, ce qui fait, même si le fait que je vais utiliser des mécanismes d'authentification, par exemple, même si je suppose que je vais protéger mon accès avec un firewall bien déterminé en disant que voilà, je t'aurai juste la plage bien déterminée des adresses pour qu'ils puissent y accéder à ma base de données, il y a un point très important. Il faut crypter les données parce que sinon, moi, en tant que personne qui a les credentials de cette base de données, je peux y accéder et lire ces données. Donc, l'idée, c'est de crypter des données. Par contre, le moment qu'on va parler de cryptage, qui dit cryptage, des clés, du secret, ce qui fait le fait que le moment qu'on va crypter les données, il faut l'associer, il faut l'aligner avec un point qui est très important, c'est qui est la clé de cryptage. Et donc, ce qu'on recommande, c'est de sécuriser les données, crypter les données et en plus protéger les clés de cryptage que vous allez utiliser. Et le meilleur scénario, par exemple, le moment qu'on va prendre une base de données, par défaut, si on parle de Azure SQL Database, c'est l'exemple qu'on a évoqué tout à l'heure dans l'architecture, par défaut, on utilise un mécanisme qui s'appelle le TDE, Transparent Data Encryption. Sauf que le Transparent Data Encryption, il est fourni par une clé de provider, ça veut dire on s'appelle PMK, c'est la clé qui est fournie par Microsoft. La recommandation, c'est d'utiliser des BIOC. Donc, ce qui fait à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer le TDE. Après, je vais préciser que je vais crypter les données avec ma propre clé. Et la clé, je vais la stocker dans un Key Vault. Et il y en a des personnes qui vont me dire, mais attends, mais le Key Vault lui-même, je peux y accéder et récupérer les données. Attention, même dans les Key Vault, il y a deux couches. Il y a la partie control plane et il y a la partie data plane. Donc, ce qui fait que tu peux donner des restrictions à l'intérieur de Key Vault à des personnes ou bien des services accounts bien prédéfinis afin d'utiliser votre Key Vault. Et des fois, souvent, on recommande l'intégration de Key Vault avec mécanisme d'authentification qui est le managed identité si vous trouvez que c'est disponible en JA plutôt sur l'ensemble des assets que vous utilisez au niveau Azure.
Donc, un autre point aussi qui est très important sur la partie données, toujours adopter le principe de less privilege, parce que le less privilege, ça vous permet de donner et de filtrer des accès bien déterminés. Si le jour au lendemain, je viens, je dis, OK, bah, voilà, je vais donner un compte contributeur SQL admin à ma base de données, alors que le but, c'est juste de faire un petit pool de données, juste faire un read, de préférence d'utiliser le rôle et la permission bien assignée. Préciser un point qui est très important, c'est le fait de filtrer, on peut dire, l'accès à votre base de données avec une intégration de Private Endpoint. Maintenant, on a la possibilité d'avoir ça en GA, donc mieux pour de sécuriser le trafic, parce que finalement, comme on a dit, les points de transmission au niveau des assets, au niveau Azure 103, le fait d'avoir un accès public. OK. Deuxième chose, c'est d'utiliser le service endpoint. Et quand on dit service endpoint, ça veut dire la connectivité, ça passe dans le backbone Azure. Et le troisième point, qui est le private endpoint, chose qui nous permet, on peut dire, d'injecter, de connecter mon asset dans un réseau managé. Donc, ce qui fait, je peux l'embarquer avec un VNet Subnet. Donc, ce qui fait, à ce moment-là, toute communication, ça sera privé dans mon propre réseau. Et ce qui fait la recommandation pour nous, c'est d'utiliser des adresses IP, on peut dire les private endpoints. Il y a un point très important, le moment quand vous embarquez et vous déployez la private endpoint, allez directement et bloquer l'accès public. En tous les cas, on recommande de bloquer l'accès public. Après, ça dépend du type de data, mais même si c'est public, je préfère toujours de faire bloquer l'accès for any network. Donc, je vous laisse 10 secondes pour voir cet aspect, pour pouvoir prendre capture d'écran ou bien s'il y a des questions sur la partie protection de données. Très bien. Donc, là, on peut dire, on a parlé sur la partie identité et accès, on a parlé sur la partie network, on a parlé sur la partie protection d'application et bien sûr, la dernière partie, c'était les données. Donc, sur ce qui est normal, le moment, si on se rappelle et on revient vers le premier modèle d'architecture qu'on avait. Je reviens rapidement juste pour faire un petit refresh. Voilà, oups. Non. Voilà, notre architecture, c'était la suivante. Internet, un accès avec un public endpoint, directement vers le nom d'application. Et après, bien sûr, on a un accès pour les administrateurs à Kudu. Et après, bien sûr, une communication via le public endpoint vers la base de données. Cette architecture, avec l'ensemble des points qu'on a mentionnés, ça va changer un petit peu l'architecture vers la suivante. La pre-final architecture. Et là, c'est le nouveau modèle d'architecture, je ne vais pas dire le plus sécurisé, mais qui contient un ensemble d'éléments de sécurité qu'on a mentionnés. De la première vue, on va remarquer qu'on n'utilise plus l'accès avec les private, on peut dire les public endpoints, mais maintenant on utilise les private endpoints qui sont connectés à un VNet. Ça, c'est le premier sujet. Et ça, c'est notamment pour la web app et bien sûr pour la base de données. L'accessibilité vers l'application, bien sûr, on peut avoir un accès via Internet. Après, bien sûr, on peut avoir une connexion en premise via ExpressRoute ou VPN. Après, ça dépend de votre, on peut dire, modèle de connectivité entre les deux socles Azure et on-premise. Donc, ce qui fait pour Internet, on va trouver qu'il y a une application gateway. Donc, l'application gateway qui sécurise l'accès dans les 7 layers après avec un flux HTTPS de bout en bout. On utilise de SSL de bout en bout depuis Internet vers l'application gateway, depuis l'application gateway vers la web app. Il y a aussi, on utilise le VNet integration parce que quand on parle de private endpoint, attention, c'est juste pour les ingress, pas pour l'outgress. Donc pour l'outgress, on va avoir une communication avec une base de données qui passe via le VNet injection et qui passe vers le private endpoint. Comme on a évoqué pour l'accès Kudu, il y a un point très important, c'est qu'on a fait un jump box
Voilà, c'est un job, c'est une machine qui limite l'accès des administrateurs et qui passe seulement au niveau on-premise. Il n'y a pas un accès Internet vers le job afin que les administrateurs puissent voir les logs et ainsi de suite. Pour l'aspect authentification, on va y avoir l'Azure Active Directory qui peut fournir pas mal d'éléments, qu'on a dit la MFA, l'authentification, un seul annuaire d'authentification. On peut contenir par exemple des managers d'identité, des services principaux en cas de besoin sur notre architecture pour les comptes de service. Et après, il y a un point très important, c'est le Key Vault. Et le Key Vault, il sera là pour qu'il puisse stocker les secrets, bien sûr, de notre plateforme. Le sujet Azure DevOps. Le sujet Azure DevOps, ça c'est un point que je l'ai ajouté, mais après on peut y avoir un petit point, on peut dire, une petite session par rapport à ce sujet. Et un point qui concerne le CI/CD, parce que si on veut déployer notre code, on veut faire un push, il y a la possibilité de prendre votre, on peut dire, source code et le faire un push avec FTPS. Mais concernant le nouveau, on peut dire, l'atterrissage des terminologies DevOps, on a la possibilité de préparer notre propre release, préparer nos propres pipelines et faire un push directement de notre code à la web app. Et pour faire ça, on va utiliser des agents DevOps avec on appelle des self-hosted agents qui va permettre d'avoir une communication sécurisée entre Azure DevOps et notre web app. Ça, si vous avez aussi besoin de parler, évoquer ce sujet, je vous invite de laisser juste une petite question, bien un commentaire par rapport à ce sujet, afin de noter, si vous intéresse, on peut évoquer un sujet sur les patterns d'architecture Azure DevOps tout court. Voilà. Donc voilà, on peut dire l'architecture pré-finale. Pourquoi pré-finale? Parce qu'il y a un point très important à mentionner, il manque pas mal de choses. Parce que si on parle de la CIA, on a parlé de l'authentification, on peut dire confidentialité, intégrité, availability. Et après, bien sûr, on va parler sur la redondance des pannes. Si demain, ma web app il va tomber en panne, et si par exemple, ma SQL database, comment je veux assurer sa disponibilité? Ou sinon, si j'ai des demandes de performance très élevées, je veux faire du scale-out et du scale-up. Et ça, ce sujet, il va nous amener vers l'un des piliers, on peut dire, de l'architecture, qui est l'efficacité de performance. Et c'est pour ça on a dit le pré-final, parce qu'on n'a pas encore fini l'architecture. Deuxième chose, si on parle d'optimisation de coûts, ça c'est très important. Le moment qu'on va déployer cet asset, on a besoin de faire un monitoring. Parce que si vous avez remarqué, il y a un sujet qui manque un petit peu dans cette présentation, c'est la partie audit et log. Donc on a besoin de faire un bon monitoring. Le House, il dit et il mentionne, c'est que parmi les grands risques de sécurité, c'est qu'on n'a pas suffisamment de moyens et de solutions pour faire un monitoring pour la collecte des logs et bien sûr pour la partie audit. Ce qui fait ça, c'est pour ça, je peux le dire que c'est pré-final architecture. Probablement au futur, on peut discuter sur un ensemble de points qui est la partie final architecture. Donc voilà, ça c'est un résumé que vous pouvez voir qui englobe l'ensemble des éléments qu'on a touchés sur cette architecture, avec bien sûr les sources. Alors, questions-réponses. Je crois que je vais passer un petit peu le temps et bien sûr, je vais passer juste un coup d'œil sur les questions qu'on a. Alors là, est-ce que les patchs OS sont au niveau CSP au client Azure? Les patchs OS, normalement, sont gérés par le client, si on parle bien sûr d'operating system pour une machine virtuelle. Après, bien sûr, il y a des solutions fournies par Microsoft qui s'appellent Patch Management, qui vous permettent bien sûr d'embarquer des patchs à votre machine virtuelle, sinon d'utiliser des solutions legacy style SSCM bien sûr, et bien sinon on peut dire les solutions de mise à jour embarquées avec. Alors, deuxième question, la sécurité doit être assurée au niveau du back, au front, ou bien des deux? La sécurité, honnêtement, Jamil, c'est que ça touche tout l'ensemble
de l'application, ce qui fait le Defense in Depth, comme il était présenté, et en parlant d'application, il ne distingue pas entre le front et le back, plus de dire que voilà, c'est une application on peut dire, c'est une sécurité de bout en bout. Le front, il a ses propres baselines et recommandations par rapport à les recommandations sécurité, et bien sûr, la même chose pour le back. Alors, est-ce que les services PaaS peuvent être Internet Facing avec HTTPS? Car ce n'est pas sécurisé, mais j'aimerais savoir si supporté afin de savoir les points de contrôle. OK, prenons un exemple très simple. Si vous déployez une web app, par défaut vide, vous avez la possibilité d'y accéder en HTTP et en HTTPS. Ce qui fait, c'est le certificat, on peut dire, fourni par Microsoft, mais vous pouvez y accéder par HTTP. Si vous prenez même une application gateway, vous le mettez devant votre web app. Si vous configurez les listeners, vous avez le choix d'avoir deux types de protocoles, HTTP et HTTPS. Donc, pour répondre, oui, vous avez la possibilité d'avoir des assets PaaS en HTTP, sauf que la recommandation de ne pas utiliser HTTP est d'y aller vers HTTPS. Alors, quelle est la différence entre front door et une application gateway? Ça, c'est une très bonne question. Honnêtement, j'aime bien. Après, là, qui peut évoquer un besoin qui est, si on parle du pattern, pardon, c'est pas les patterns, mais les well architected design, sur le sujet de resiliency. Donc, on suppose que le jour au lendemain, j'ai eu une application dont l'accessibilité sera séparée géographiquement. Pour une raison bien évidente, c'est de ramener la ressource près des utilisateurs. Donc, je vais avoir une ressource actuellement qui est déployée en France et bien sûr, j'ai des ressources qui sont déployées en Asie. L'intérêt d'utiliser le front-door, c'est d'avoir la possibilité de lier, ça c'est parmi les points qui peut vous donner bien sûr le front-door, entre la première, d'avoir l'extrémité entre la première région et la deuxième région devant une seule entrée. Ce qu'on recommande aussi, c'est de ne pas utiliser front door tout seul, mais de l'embarquer avec, on l'appelle Traffic Manager, comme ça pour aligner aussi la priorité d'accessibilité, par exemple, de vos ressources. Si je rentre demain, je dis OK, je me base sur on peut dire, les ressources les plus proches à mes utilisateurs. Je me base sur la qualité de réseau la plus bonne pour mes utilisateurs afin de savoir où je vais rediriger mon trafic. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alright, donc on attend vos demandes sur les sujets qu'on a vus que tout à l'heure. Probablement, on va discuter bien sûr sur le reste des Well Architecture Design. On peut discuter aussi sur l'aspect networking parce que ça reste un sujet très important. Et après, bien sûr, sur les éléments concernant divers types de ressources, on peut dire, parce que là, on a évoqué juste un simple web app et une Azure SQL Database. On peut évoquer plusieurs types d'architecture de référence et on peut discuter l'aspect sécurité aussi. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre présence et on se dit à la prochaine pour une nouvelle session. Bonne soirée.